BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir c'est Olivier Ginon, il est le patron de JL Events. C'est lui qui a fait les Jeux Olympiques, ou du moins une partie, la partie éphémère des Jeux Olympiques. Bonsoir Olivier Ginon. Bonsoir Edwige. Merci d'être là. Vous venez à l'instant, vous me direz c'est le bal des résultats en ce moment, vous venez à l'instant de publier vos résultats 2024. Ils sont excellents, notamment portés par les Jeux Olympiques, où vous avez de mémoire fait réaliser, je crois à peu près 70% des structures des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc évidemment, ça vous a boosté. Avant peut-être de rentrer un peu dans le détail, on sait, il y a aussi la question du Stade de France. Avec vous, il y a beaucoup d'actualités. Il y a aussi la destruction en cours du Grand Palais éphémère sur le Champ de Mars. Vous êtes présent dans 27 pays. Vous avez organisé les Coupes du Monde de football. Vous organisez énormément d'événements. Est-ce que vous redoutez que ce climat géopolitique quand même un peu sidérant, d'une violence inouïe et un peu partout, fasse que tous ces grands événements sportifs, ces grandes fêtes, finalement tournent court? Écoutez, on a connu la période du Covid où on avait dit jamais il n'y aura plus d'événements après. On s'est relevé dans ce métier avec une envie farouche des hommes et des femmes de ce monde de se rencontrer. On n'est pas là pour savoir ce qui va se passer s'il y a une guerre ou pas une guerre. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le dérèglement international ne pèse pas sur notre entreprise. Et chaque jour, dans tous les pays où nous sommes présents, dans 90 villes, notre groupe, grâce à des offres, bien sûr, qui ont été repensées pendant cette période du Covid, on voit que notre développement depuis 2020 est très fort. Mais vous n'avez aucune, puisque vous faites des salons, des expositions, il n'y a aucune annulation au jour d'aujourd'hui au regard de ces événements? Ah non, il y a zéro annulation. Non, mais c'est important de le dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est que suite à cette période difficile de 2020-2021, il y a des métiers qui sont plus difficiles que d'autres, mais que globalement, notre croissance, elle est portée par une activité très soutenue. Alors, rapidement, avant de rentrer dans... encore, j'ai envie de dire, vous êtes encore un grand patron qui fait des records historiques sur 2024, comme quoi 2024, finalement, c'était plutôt une bonne année. En trois mots, en trois pôles, si j'ose dire, JL Events, c'est quoi? C'est trois grands métiers. C'est le métier d'ingénierie de logistique événementielle. Ce sont les aménagements des grands événements. Depuis 1992, on travaille sur les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde, les sommets des G20, les COP, ainsi de suite. La dernière COP qu'on a fait, c'était à Riyad en décembre dernier. Le deuxième grand métier, c'est l'organisation de salons en France et à l'international. On a environ 300 salons. Et le troisième métier, c'est gérer des parcs d'exposition, des palais des congrès, des stades, des lieux événementiels ou culturels ou sportifs, et de faire en sorte que, soit sous forme de concession, soit sous forme de baux, on gère de ces sites et on investit aux côtés des collectivités locales pour améliorer l'attractivité d'une région, d'une ville ou d'un pays. Et vous êtes le constructeur de l'éphémère, pour reprendre votre formule. 2024, vous pouvez dire merci les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est vraiment, vous avez réalisé un chiffre d'affaires formidable, en hausse de combien de 15%. De 15%. Comment vous expliquez ça? Ou du moins les Jeux Olympiques ont pesé combien dans cette formidable croissance? Je crois que ce qui est important, c'est de savoir que les Jeux Olympiques, bien qu'ils aient été dénigrés très fortement avant, ont été une fête populaire magnifique et que pour un groupe comme le nôtre, qui travaillons sur tous ces grands événements, avoir eu la possibilité de montrer dans la ville de Paris, au milieu de tous ces immeubles classés monuments historiques, devant la Tour Eiffel, devant les Trocadéro, à l'intérieur du Grand Palais, ainsi de suite, de montrer nos savoir-faire, ça a porté sur un volume d'activité qui a duré sur plusieurs années, qui a été de l'ordre de 380 millions d'euros. D'accord, ça c'est le volume d'activité. Et
On regarde la dernière ligne, ça donne quoi? La profitabilité, elle est publiée ce soir. Le groupe, justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Le groupe, si on publie, si on regarde son résultat depuis 3 ans, il était de bas de page, comme vous me demandez, où on peut parler de l'EBITDA, il était de 169 millions il y a 2 ans, de 199 millions l'année dernière, en 2023, et 232 en 2024. Et la part des JO là-dedans, et la part des JO? La part des JO, ça porte sur une vingtaine de pourcents. Regardez le Grand Palais éphémère. Oui, ça c'est. Vous avez peut-être une larme en regardant le Grand Palais éphémère parce que il est en train d'être détruit. On va en parler. Qu'est-ce qui a boosté encore ces résultats, cette dynamique, comme vous dites, de cette année historique pour GL Events? Mais cette dynamique, elle est forte dans 2 métiers de nos 3 métiers. Elle a été très forte dans nos parcs d'exposition, Palais des Congrès, Stade, très forte au Brésil notamment, où on gère une part importante du marché, puisqu'on a 2 parcs d'exposition à Sao Paulo avec un Palais des Congrès. On est à Rio de Janeiro avec une arena. Maintenant, on est au Japon. On est en Moyen-Orient. On est dans de nombreux pays en France. On gère 65 sites et ce qu'on appelle des venues, des parcs d'exposition, des palais des congrès, des stades. Donc, dans ces lieux, on peut à la fois travailler avec nos métiers et développer nos savoir-faire, ainsi de suite. Donc, je crois que cette dynamique, en dehors des Jeux Olympiques et avec les Jeux Olympiques, ont été très fortes. Prenez par exemple, pendant les Jeux Olympiques, au Palais Brognard, Palais de la Bourse, nous avions... Que vous gérez aussi, comme lieu. Que l'on gère, on a un bail, je dirais, très long terme, où on a fait beaucoup d'investissements dedans. On a géré la House of America. Sur les Invalides, là où il va y avoir un futur musée, on a géré à la place de l'ancien aérogare. À la place de l'ancien aérogare, on a géré tout un site pour Coca-Cola. Donc, si vous voulez, on a bien sûr ces grands événements avec les donneurs d'ordre qui était Paris 2024. Et Paris 2024, derrière cela, on avait en France et à l'international des clients qui nous ont fait confiance comme chaque année. Est-ce que Paris est redevenu Paris ou pas? Alors moi, je pense que si vous voulez, le Français aime bien se donner des... Vous êtes lyonnais, je précise pour ceux qui ne vous connaissent pas. Oui, je suis lyonnais, mais je passe 2-3 jours par semaine à Paris depuis 40 ans. Mais je dirais que les Jeux nous ont permis de remettre peut-être une certaine idée de joie, de satisfaction dans le cœur des Français. Et Paris, aujourd'hui, on le ressent, il n'y a peut-être pas encore tous les Chinois qui sont revenus, mais on voit quand même qu'il y a eu beaucoup tout l'été d'Américains, beaucoup tout l'été et l'automne d'étrangers de tous les pays. Je crois qu'on est arrivé toujours à nos 100 millions de visiteurs sur la France cette année. Il faut se battre tous ensemble pour faire que cette attractivité de la France continue et il faut investir pour cela. Si on n'investit pas dans des lieux et dans des concepts, la France ne sera pas demain la première nation visitée. Vous allez nous quitter ensuite à la fin de cette interview. Vous partez en Chine, vous rentrez au sud du Moyen-Orient. Quelles sont les zones aujourd'hui qui sont en pleine expansion pour GL Events? Alors le Brésil est très fort. Au Moyen-Orient, on vient de signer, on avait fait la COP 16 qui était un gros chantier puisqu'on l'avait signé en août. Et il a représenté en fait une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires et il finit de se démonter. C'est donc un chantier qui portait de décembre à février. On a signé deux concessions de parcs d'exposition là-bas et on va continuer à s'implanter et à investir fortement, je dirais, dans ce pays. On est présent à Dubaï. La Chine reste pour nous une terre de développement qui se veut importante. On signera, on a signé, puisqu'on a démarré l'exploitation du plus grand parc d'exposition qui est à Pékin. Et on a signé aussi, j'étais hier avec le président de la foncière de la ville de Canton, l'exploitation de leur futur parc qui est en construction et qui va ouvrir pour la première partie cette année. Oui. Si on regarde les zones géographiques, j'aime bien toujours voir grosso modo, la France représente combien encore? La France, elle représente, suivant les années, entre de 40 à 60%. La moyenne, c'est bien sûr 50%. Et on a un développement, je dirais, qui se fait en fonction des zones géographiques et des grands événements qui s'y passent. Alors, avant d'aborder les sujets que
Voilà, soit qui fâche, soit au contraire, qui ouvre de grandes perspectives. Une question d'abord, vous augmentez votre dividende de 29%. Alors c'est important cette année. Pourquoi? C'est gigantesque. C'est important. Pourquoi? C'est parce que dans toute cette période de crise, on a des clients, des salariés qui sont actionnaires du groupe, puisque le capital du groupe est détenu à 3% par des salariés du groupe. On a des partenaires, des actionnaires qui nous ont fait confiance et qui nous ont suivis dans toutes ces périodes de crise où on avait baissé le dividende et où on n'en a pas donné. Et cette année, on veut simplement dire... c'est une année exceptionnelle. Il y a un partage de valeur entre l'entreprise, ses collaborateurs, et l'entreprise va donner, par exemple, 20 actions à chaque collaborateur cette année. Et bien sûr, pour les actionnaires extérieurs qui puissent toucher pour une fois un dividende supplémentaire. J'en profite pour dire, vous avez un administrateur qu'on connaît bien ici, mais depuis très très longue date, qui s'appelle Nicolas Taverneau, qui est aujourd'hui, depuis un an tout juste, le président de RMC BFM. Et je vous recevais avant et je continue à vous recevoir parce qu'évidemment, ça n'a pas d'impact. Alors, on va parler de deux sujets. Il y en a un qui fâche, il y en a un qui est entre les deux. On commence par celui qui fâche, Olivier Ginon, la destruction du Grand Palais éphémère sur le Champ de Mars, un magnifique lieu qui avait été construit par l'architecte était Villemotte, c'est ça, Philippe Villemotte, Jean-Philippe Villemotte. Finalement, la décision a été prise de le détruire. Et pour vous, c'est vraiment une absurdité. Vous me l'aviez dit du reste sur le plateau l'année dernière lorsque je vous avais reçu. Écoutez, vous voyez ce Grand Palais éphémère, il a été fait comme s'il devait rester des dizaines d'années. Le pouvoir politique, qu'il soit ministériel ou municipal, a décidé qu'il fallait le démonter. C'est les mêmes personnes, parce que c'est Rachida Dati, qui est ministre de la Culture, et Rachida Dati qui est la maire du 7e. Ça a joué, oui, vous mais pensez? il y a aussi une maire de Paris. Je veux dire, personne ne s'est battu pour garder ce Grand Palais éphémère. Hier soir, j'étais pour la dépose de la première grande arche de ce palais éphémère. Et je dirais d'une manière simple, il y a eu 50 millions d'euros d'investis dans ce bâtiment. Et on a dit il n'y aura plus d'événements sur le Champ de Mars. Oui. Ça prenait 10 000 mètres carrés sur 200 hectares. Et vous pouvez aller ce soir sur le Champ de Mars et vous verrez un bâtiment provisoire qui a été monté pour la semaine de la mode, la Fashion Week. C'est mon métier, je ne veux pas me plaindre. Mais ce que je dis, que j'ai toujours dit, ce bâtiment aurait pu rester. Dont acte, on avait un contrat qui devait se terminer. Oui, Grand Palais a réouvert. Le vrai Grand Palais, ça y est, a réouvert. Oui, puis de toute façon, la décision a été prise. On n'est pas là pour contester les décisions pendant des années et des mois. Je veux dire, aujourd'hui, on a essayé de dire, gardez ce bâtiment pendant 3-4 ans, pendant les travaux de la porte de Versailles, où ils vont refaire des halls, ainsi de suite. Ça a été acté que c'était non, donc on le démonte et il sera fini de démonter dans 2 mois et on remettra la place nette pour pouvoir monter certainement d'autres événements d'une autre manière. Stade de France, alors Stade de France, vous me dites, avant vous m'avez dit je ne peux pas en parler, mais nous on va quand même en parler parce que c'est un truc quand même incroyable. Vous êtes un peu, du reste dans le grand portrait que vous consacre le journal Le Monde dans son édition d'hier, on dit, un de vos amis, je crois, a dit, mais Olivier Ginon, c'est, alors le Lyonnais bien sûr, mais c'est un peu le petit pousset, il avance sans qu'on le voit avancer. Et là, vous êtes le petit pousset, vous êtes petit par rapport à des géants du BTP comme Vinci qui avaient la concession. Et puis, a priori, enfin depuis décembre 2024, vous avez été désigné comme, en tous les cas, vous rentrez en négociation exclusive pour reprendre le Stade de France. C'est quand même incroyable, non ? Alors, ce qui est incroyable, vous êtes tout petit par rapport à Vinci. Ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est que je me rappelle en 98, on a été l'entreprise qui avait installé toute la Coupe du Monde de football dans le Stade de France. Je crois que ce qui est important dans toute cette aventure, c'est de se dire une chose, c'est que premièrement, l'appel d'offres, il a commencé en 2023. C'est un process long, c'est un process oui, ça fait mars 2023, donc ça fait 2 ans. La règle du jeu, c'est que celui qui gagnera normalement devra prendre la gestion le 4 août. Je ne sais pas qui gagnera. Qu'on soit bien d'accord, il y a des opérations juridiques qui ont été déjà tribunal faites. administratif, maintenant c'est même devant le Conseil d'État. Voilà, ça a été fait. La première opération judiciaire a été faite contre l'État, puisque nous ne sommes pas en cause par Vinci, ils attaquent l'État. Donc nous, on est là
pourquoi on est dans cette opération? Parce que je ne vais pas parler de l'appel d'offres, ainsi de suite, mais je veux simplement expliquer que ça soit en France ou à l'international, et je peux vous faire visiter soit des parcs d'expo, soit le Matmut Stadium Gerland pour voir ce qu'on a fait là-bas. Au Matmut Stadium, on a construit 160 millions d'euros de travaux qui ont été faits sur place, avec un hôtel, une piscine, ainsi de suite. Tout ça pour dire qu'on est des spécialistes du contenant. C'est-à-dire que nous, notre objectif, que ce soit au Stade de France, que ce soit ailleurs, c'est accompagner le développement sportif, culturel, et de faire que ce Stade de France soit un outil ou, comme tout autre site, soit un outil au service de son quartier, de sa ville et de la France. On dit, mais qu'est-ce qui a fait la différence selon vous, puisque on dit que vous avez un projet qui est grosso modo de 120 millions d'euros, là où Vinci a un projet de rénovation de 400 millions d'euros. Donc, je vais certainement où est la différence? Je ne vais certainement pas parler de 400 millions, de 100 millions, ce n'est pas mon sujet. C'est faux? Que l'État décide... Est-ce que c'est faux, Olivier Ginaud? Ah non, mais tout le monde en a parlé des 120 millions de GL Events. Donc on peut. D'accord. C'est pas moi qui en parle aujourd'hui. Tout le monde en a parlé. Mais la seule chose comme vous êtes devant moi, j'en profite parce que vous connaissez le sujet mieux que nous. Ce qui m'importe, moi, c'est de savoir quel outil il y aura au service des organisateurs de spectacles, des organisateurs sportifs, ainsi de suite. Et nous estimons, comme l'étude qui avait été faite par un cabinet il y a quelques années, après les 50 millions d'euros qui ont été dépensés au moment des Jeux Olympiques de réaménagement, que l'offre que nous faisons est pour faire un outil au service de ses clients. C'est tout, on ne cherche pas... C'est quoi un outil pour les non-spécialistes comme moi? Un outil, c'est, vous prenez le parc d'exposition, par exemple, de la Porte de Versailles, on y fait des salons. Dans un stade au Matmut Stadium à Lyon, on y fait, ou au Groupama Stadium à Lyon, on fait aussi bien des concerts, vous faites jouer des équipes sportives, vous faites du sport, de la culture, vous faites de l'économie, vous pouvez faire des énormes manifestations corporates dans tous les outils, je dirais, qui existent. Donc, en fait, il y a tout un aspect, effectivement, d'exposition, il y aura tout un aspect business, en fait, autour du Stade de France, qui a peut-être moins aujourd'hui. Pour moi, c'est très simple, si vous voulez. Quand je vous dis que nous sommes des spécialistes du contenant, notre objectif est, dans tous les sites du groupe, où qu'ils soient, que ce soit à Paris ou que ce soit ailleurs, c'est de faire en sorte que toutes sortes de clientèles puissent y venir, qu'il y ait des restaurants, que ça soit ouvert au public, que ça soit je dirais, une manifestation possible, qu'elle soit intérieure, extérieure, comme dans les parcs d'exposition. Nous ne sommes pas là pour dire le Stade de France, on va y faire ça. Pour le moment, on ne dit rien sur le Stade de France. On dit simplement, nous avons l'habitude de faire des organisations intérieures dans tous les sites événementiels en France et à l'international. Toute dernière question, je ne sais pas, on dit là encore, je n'ai pas vérifié bien sûr, que la Fédération française de football, comme la Fédération française de rugby, serait contre le fait que ce soit vous qui remportiez cette concession du Stade de France. Mais de toute façon, vous essayez de me faire parler de choses sur lesquelles je ne peux pas parler. Tout le monde sait que la Fédération française de football, via un article ou une indiscrétion aujourd'hui dans l'équipe, a fait passer un message. Vous lui répondez quoi ? Mais moi, je réponds, l'État doit juger. Vous voyez sur votre écran le président de la Fédération française de rugby. Absolument. Je pense que la Fédération française de rugby... et la Fédération française de football et tous les pratiquants de ce stade ont vu des propositions qui leur ont été faites et l'État jugera et on verra ce qui se passera. Je dirais que après, il n'y a aucune garantie qui était demandée à qui que ce soit de s'entendre avec tout le monde. Ouais. On a répondu à un appel d'offres. Je ne parlerai pas de cet appel d'offres plus que ça. Je dis simplement que c'est l'État qui doit statuer, ainsi de suite. Là, vous avez réussi, c'était sur le stade Gerland à Lyon. Là, vous avez réussi là où Jean-Michel Aulas, l'ancien patron de l'Olympique Lyonnais, n'a pas réussi. Et puis, vous avez pu mettre le rugby au sein du stade Gerland, le stade Gerland qui était quand même un peu l'endroit où on jouait au football. Là, vous avez réussi. Est-ce que pour vous, c'est emblématique de ce que vous voulez faire, Olivier Ginaud ? Moi, ce que je veux vous dire, c'est que Jean-Michel Aulas, il a été un grand monsieur du football, il a été un grand monsieur de l'événementiel, et il l'est toujours parce qu'il est l'actionnaire principal de l'Arena
LDLC à côté du Groupama Stadium. Et ce qu'il a construit au Groupama Stadium, c'est extraordinaire pour la ville de Lyon et pour toute la région. Donc ça, c'est la première chose. Le Matmut Stadium, c'était le stade autrefois qu'on appelait Gerland, du quartier de Gerland, et qui était un outil vieillissant, ainsi de suite. On en a fait un stade de rugby. Aujourd'hui, on a 20 000 personnes de moyenne aux différents matchs. On a la 3e affluence en rugby en France, avec restaurant, hôtel, médical, piscine intérieure, piscine extérieure. Je crois que c'est la démonstration que le groupe a investi sur place et revendu certains immeubles, plus de 200 millions d'euros sur place d'immobilier. On a été capable de le faire et je veux dire, comme de partout, on investit fortement. Ça pourrait, c'est quelque chose que vous pourriez décliner. Donc il y a à Lyon, il y aura peut-être au Stade de France, à Saint-Denis, mais je ne sais pas, le Vélodrome à Marseille. Enfin, on sait qu'il y en a quelques-uns aussi, des grands stades qui ne trouvent pas forcément leur débouché. Et peut-être qu'un spécialiste comme vous pourrait trouver leur équilibre financier. Écoutez, on a vu récemment que Bordeaux avait un problème avec son stade. Oui, je pensais à Bordeaux. Hein. Et nous, aujourd'hui, vous parlez de Marseille, on vient de signer la concession une DSP sur le parc d'exposition, le parc Chano, où on va tenter de faire un redéploiement de l'attractivité de la ville et faire en sorte que sur ce parc d'exposition, mais je vous donnerai un autre exemple à l'étranger, on vient d'investir 110 millions d'euros dans le deuxième parc d'exposition en un an sur Sao Paulo, où on gère à la fois le Sambadrome, un palais des congrès, un parc d'exposition de 80 000 m² et on va construire avec des partenaires une aréna de 17 000 places qui a été signée, donc le permis de construire va être bientôt obtenu. Donc si vous voulez, le groupe GL Events dans le milieu événementiel, c'est le bon acteur. Après, chacun choisit qui veut choisir là où il doit choisir. Les États-Unis, dont on parle beaucoup? Les États-Unis, on est présent depuis très longtemps, mais de petite taille. Oui. Mais pourquoi? Parce que on a un groupe, si vous voulez, où on va à notre vitesse. Hein. On a fait 1,6 milliard que dans l'événementiel l'année dernière. On est quand même un des 5 plus gros opérateurs mondiaux dans l'événementiel. Je dirais que ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les États-Unis, on vient de signer un premier contrat pour les matchs un an avant, les matchs tests un an avant les 2028 où il y aura la Coupe du Monde. Je crois qu'on sera présent aussi bien sur les Jeux Olympiques de 2028 et la Coupe du Monde de 2026. On sera présent sur tout ça parce que on a des équipes qui travaillent là-bas, qui sont présentes. On sera sur les ASEAN Games très fortement au Japon où il y a 15 000 athlètes l'année prochaine. Et puis vous avez des Jeux Olympiques qui sont très proches de nous, c'est Milan-Cortina, où on travaillera fortement dès cet été pour délivrer des prestations l'année prochaine. On attend la signature d'un contrat significatif. Et les Jeux Olympiques, les prochains Jeux Olympiques en France en 2030, à la montagne, les Jeux Olympiques d'hiver, enfin à la montagne non, parce que ça ira jusqu'à Nice. Vous serez dessus ou pas? Comment voulez-vous qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, je ne sois pas présent sur les Jeux Olympiques? On fera tout pour montrer qu'on est des bons partenaires pour l'organisateur des Jeux Olympiques de 2030. Je veux dire, actuellement à Nice, on est en train de construire sur le port la manifestation comme une COP sur les océans. On est, si vous voulez, en France, avec une volonté farouche de montrer que nos équipes sont des équipes très professionnelles et qu'elles vont être présentes avec eux. Quoi. Là, vous avez un chiffre d'affaires, on le disait, historique, à 1,695 pardon. 635. 635. 2025, vous restez très optimiste? On a toujours eu peur en 2023 de l'après-Jeux Olympiques parce que c'était énorme, ainsi de suite. Et on se rend compte qu'avec les équipes incroyables que nous avons, et sans compter certains contrats qui ne sont pas signés, je le dis bien avant, parce qu'on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je veux dire, pour nous, il est certain que nous serons en croissance en 2025 et 2026. Oui. Et croissance aussi bien du chiffre d'affaires que de la rentabilité. Et ça, donc, sans les Jeux Olympiques, forcément. Mais est-ce que dedans, dans vos
prévisions 2025? Est-ce que vous avez inclus le Stade de France? Certainement pas. Non, mais je ne sais pas, parce que c'est le 4 août 2020. Je vous dis certainement pas dans nos prévisions. Ouais. Dans nos prévisions aujourd'hui, pour être en croissance, nous avons prévu ce que nous allons faire pour nos clients et des contrats qui sont signés ou en train d'être signés. Ouais. Est-ce qu'un jour vous pourriez procéder à une grande acquisition, justement parce que vous restez, on le disait, un petit poussé, même si vous êtes un des leaders dans l'événementiel, est-ce qu'à un moment vous pourriez décider de franchir une étape supplémentaire? De toute façon, on ne va pas hésiter. Notre dette... 571 millions ouais. Non, notre dette nette, c'est autour de 500 millions d'euros. Oui, c'est ça, oui. 500 millions d'euros. Et avec un leverage, l'EBITDA sur, l'EBITDA sur le résultat de 2. Donc, si vous voulez, notre leverage de 2, il est très raisonnable. On a des autorisations bancaires pour aller à 3,5. On peut donc lever et on a, si vous voulez, un EBITDA annuel de 230 millions l'année 2024 et on sera supérieur cette année. Donc, on a des capacités à pouvoir faire un gros dossier, oui. D'accord, donc vous me confirmez que vous regardez des dossiers aujourd'hui d'acquisition? Je confirme qu'on regarde des dossiers d'investissement importants pour les années futures et en fonction des concessions qu'on signera ou qu'on ne signera pas en France ou à l'international, on investira dans des acquisitions, oui. Et dans quel... vous avez 3 grands métiers, vous nous les avez rappelés. Dans quoi, plus spécifiquement? Nos 3 métiers sont fondateurs. Oui. C'est-à-dire que donc ça serait un quatrième métier. Non, pas du tout. Quand on arrive dans une ville et qu'on investit dans un de nos 3 métiers, on peut après proposer les autres métiers, si vous voulez, du groupe. Donc, si j'arrive dans une ville, je construis un parc d'exposition, par exemple. Après, je peux vendre des services du groupe et aussi de la profession parce qu'on estime qu'on a un devoir en tant que leader de tirer la profession. Et c'est comme ça qu'on fait année par année un développement fort de notre entreprise. On peut poser la dernière question. Ma dernière question fétiche, vous la connaissez vous-même, vous connaissez la réponse, mais peut-être que je ne l'aurai pas. Mais je l'aurai peut-être un jour. Votre succession, Olivier Ginon, c'est toujours un dossier... Mais vous adorez me poser cette question. Je sais j'adore chaque fois vous dire, mais on partira ensemble. Oui. Mais on va ni vous ni moi partir parce qu'on n'a pas envie. Premièrement, je pense qu'à 66 ans, on a encore un peu de pêche pour accompagner l'entreprise. Mais j'ai des enfants dans l'entreprise, j'en ai 3. Et j'ai des cadres supérieurs de très grande qualité qui font en sorte que l'entreprise survivra, Olivier Ginon, et qu'elle restera avec un objectif à la fois de rester en bourse, mais d'être patrimonial, familial. Merci beaucoup, Olivier Ginon. Rendez-vous le 5 août. D'accord. Eh bien, je vous souhaite d'ici là une très belle santé. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était la fin de cette grande interview avec Olivier Ginon, le patron de GL Events. Tout de suite, vous retrouvez Guillaume Paul et ses experts. À demain. La grande interview sur BFM.